Attention, certains passages contenus dans ce programme peuvent heurter la sensibilité des auditeurs. Donc vers 17h30, j'ai vu Christine Van Hees à la station Montgomery, accompagnée de l'anglais, Vicious, Petit Tondu et un autre que je n'avais jamais vu. On est partis ensemble sur la plaine de la VUB et ensuite on est allé dans un terrain abandonné. On s'est retrouvés dans une pièce relativement noire. On devait s'éclairer à l'aide d'un briquet. On a fumé un joint et l'anglais et l'autre que je ne connais pas poussaient Christine à fumer. Vous entendez le témoignage de Serge Claude lu par un acteur. Il est extrait du procès-verbal de ses interrogatoires des 12 et 13 septembre 1984. Après, ils ont commencé à plotter Christine, mais elle ne réagissait pas. Subitement, elle a repoussé l'anglais qui essayait de lui ouvrir le jeans. L'anglais l'a giflé. Il s'est couché sur elle et a essayé d'enlever ses vêtements. Elle était couchée sur le dos, maintenue au poignet par l'inconnu. Vicious et l'anglais lui ont arraché ses vêtements. Elle a été mise nue et ses poignets liés avec du fil de fer. Le reste de l'interrogatoire de Serge Claude en septembre 84 est si explicite et choquant que nous avons décidé de ne pas vous le faire entendre par respect pour les amis et la famille de Christine. Il s'agit du premier interrogatoire de Serge Claude, le premier d'une longue série, et le fondement d'une enquête dont les résultats divisent encore aujourd'hui. Sa disparition reste une des plus mystérieuses affaires criminelles de ces 20 dernières années. Moi, je suis sûr que Christine savait ce soir-là qu'elle allait pas rentrer chez elle directement. Elle a peut-être vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, même sans le savoir. Christine Van Hees lui avait dit qu'elle pouvait changer de vie parce qu'elle avait compris qui étaient ses vrais amis et qui n'étaient pas ses vrais amis. Puis elle m'a dit qu'elle sortait avec un gars et que ses copains étaient très bizarres et qu'elle avait peur de ses copains. Oh, tu te fous de ma gueule, toi, ou quoi? Tu viens de m'accuser comme étant ton complice et tu me demandes ce que je fais là? La RTBF et Frisson Média présentent Le meurtre de la Champignonnière, un podcast d'investigation d'affaires criminelles non résolues. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, l'enchaînement des différents événements a conduit la police à rechercher un homme issu du milieu punk bruxellois, surnommé Iroquois ou l'Allemand. Dans un premier temps, un punk dénommé Alain Langlais est interrogé au sujet d'une rumeur selon laquelle un skinhead, Petit Tondu, se vanterait d'avoir participé au meurtre. Après avoir interrogé Petit Tondu et l'Anglais, la police soupçonne un individu qui se fait appeler Iroquois ou l'Allemand. Elle réussit à l'identifier. Il s'agit d'un certain Serge Claude. Mais il reste introuvable. La police décide donc de lancer un mandat d'arrêt international à son encontre. Il est finalement retrouvé en Allemagne, où il est soupçonné de meurtre et de viol sur une jeune fille de 15 ans. Les faits se sont déroulés 2 jours avant le meurtre de Christine Van Hees. Pour la police, Serge Claude est un suspect solide. Premièrement, c'est un punk qui fréquente les lieux où Christine a été aperçue. Deuxièmement, il est réputé violent. Troisièmement, il quitte Bruxelles juste après le meurtre de Christine. De plus, 2 autres punks interrogés disent qu'il pourrait bien avoir commis le crime. Et enfin, il est arrêté en Allemagne pour un meurtre similaire juste après avoir quitté la Belgique. Il est placé en détention. Les autorités sont très surprises quand elles remarquent sur sa poitrine un tatouage. Le prénom Christine y est ancré. Ça a l'air si simple. Il suffirait qu'il admette sa culpabilité pour résoudre l'affaire. Et comme vous l'avez entendu au début de l'épisode, c'est exactement ce qu'il fait. Mais en réalité, ce n'est pas aussi évident que ça en a l'air. Pour mieux comprendre, il nous faut en savoir plus sur Serge Claude. Qui est-il? Et comment en est-il arrivé là? Serge Claude est originaire de la partie germanophone du pays, les cantons de l'Est. Il est né en 1964 et a 19 ans lorsque Christine est assassinée. Il a une silhouette imposante d'1,90 m et une forte carrure. On ne sait pas grand-chose sur sa vie avant son arrivée à Bruxelles, si ce n'est que ses relations familiales sont loin d'être au beau fixe. Lorsque son père est interrogé par la police, il qualifie Serge de violent, agressif et menteur.
Son casier judiciaire est déjà bien rempli. Il a passé 2 mois en prison pour tentative de vol qualifié. Une fois sorti, il passe la majeure partie de son temps dans le centre de Bruxelles à traîner avec des punks. En 1983, il fait son service militaire, comme tous les hommes à l'époque. Serge Claude s'y fait vite remarquer. Pendant les 4 premiers mois de son service, il ne déserte pas moins de 3 fois et détruit à plusieurs reprises du matériel militaire. Il est finalement considéré comme psychologiquement instable et est transféré dans un hôpital psychiatrique militaire en banlieue bruxelloise. Nous avons pu contacter un homme qu'il a connu pendant cette période. Il s'agit d'un Allemand qui est arrivé à Bruxelles avec ses parents et qui s'est retrouvé à fréquenter la communauté punk. Il est ensuite parti habiter au Royaume-Uni. Aujourd'hui, il parle mieux l'anglais que le français et nous avons donc traduit son interview. Ce qui m'attirait, c'était que j'aimais plutôt la scène. Axel Bottenberg. C'était une scène plutôt chaotique, aventureuse, sauvage et dangereuse. Et avec mon regard de jeune, je pense que j'ai essayé d'aider les gens, alors que bien sûr, ça ne servait à rien. Je n'ai jamais pu aider aucun de ces gars, c'étaient des gens vraiment déglingués. La plupart d'entre eux étaient issus de milieux socialement défavorisés et difficiles. Près de Montgomery, j'avais un appartement dans une rue latérale à côté de Brandwhitlock. Comme une sorte de petit appart où les gens pouvaient dormir sur des canapés. Et j'ai connu plein de gens comme Clochard, Coco, Canard, Kleenex. Et à un moment, on est tombé sur Serge Claude. Il parlait allemand et moi je suis allemand, donc il y avait un petit lien. Il était en clinique de jour en psychiatrie à l'hôpital militaire. Il m'a dit que si je signais une décharge, il pourrait sortir. Et comme je me sentais désolé pour lui, je suis allé à l'hôpital et j'ai signé. Il a squatté le canapé chez moi un moment. C'était avant Noël 83, je crois. Axel a donc connu Serge Claude en 1983, juste quelques mois avant le meurtre de Christine Van Hees. Aujourd'hui, il ne reste que très peu d'interlocuteurs qui connaissaient bien Serge Claude et qui acceptent de témoigner. Pour avoir habité avec lui, Axel nous donne un aperçu assez précis de sa personnalité. C'est moi qui ai signé un bout de papier pour le faire sortir. Quelque chose dont je me sens profondément coupable. J'ai donc potentiellement pu déclencher une série d'événements conduisant à l'horrible mort de quelqu'un. Il était dans l'unité psychiatrique de l'hôpital militaire parce qu'il avait saccagé une salle de garde dans la caserne. Et je savais que c'était un type très dangereux. On ne l'appelait pas seulement Iroquois, vous savez. On l'appelait aussi Sex and Violence, et il avait une terrible réputation. Tout le monde savait qu'il était vraiment pas net. Mais le problème avec cette scène, c'est qu'il y avait plein de jeunes filles qui aimaient les bad boys dangereux. Les jeunes filles bourgeoises qui se déguisaient en punk et qui aimaient ces gars durs. Et il était tout simplement le plus dur de tous. Et c'était un cinglé. C'était un cinglé vraiment dangereux. Dans l'épisode précédent, nous avons entendu l'ancien punk Alain Langlais. Et nous allons encore le retrouver. Nous aurions aimé récolter les témoignages d'autres punks arrêtés au moment des faits, mais comme vous le comprendrez un peu plus tard, cela n'a pas été possible. Langlais nous partage une anecdote sur Serge Claude qui a été confirmée par les PV de la police. Moi, la première fois que moi je l'ai vu, c'était Gary Agora. Et il était en train de tabasser une fille. Parce que le mec, il faisait quoi, 1m90, 2 mètres, c'était aussi un colosse, hein. Et je dis, mais c'est un malade, quoi. Je dis, qu'est-ce qu'il frappe sur une nana, quoi, toi? Mais bon, là, évidemment, moi, je suis pas fou. Je vois le gars, quoi, il fait... On aurait dit un barbare. Je vais pas m'en mêler, quoi, toi. J'ai dit, attends, je suis pas fou non plus, hein. Et donc, là, c'est la première fois que je l'ai vu. Le jour où j'avais demandé au petit tondu pour avoir du shit, on s'est rendu à un endroit, lui, l'Iroquois,
et 2 copines à moi, chez Jean. Donc c'était un dealer de shit. Et quand on arrive là, donc moi j'étais là pour acheter pour 1000 francs belges à l'époque de shit, tout d'un coup, l'Iroquois saute sur Jean qui a un couteau, tu le mets ici à la gorge, tu bouges pas ou je t'égorge. Et pendant ce temps, l'autre, le petit tondu, qui savait où était planquée la marchandise, va à un endroit dans une armoire pour prendre la marchandise. Mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, je fais putain, j'ai dit c'est un barjot le type là. J'ai vu frapper les filles, maintenant je le vois agresser Jean qui était un dealer pour les Albanais. J'y vais avoir des gros problèmes après ça quand toi. Axel, qui recueille Serge Claude dans son appartement à sa sortie de l'hôpital psychiatrique, réalise vite qu'il a commis une erreur. Certains des personnages avec lesquels il traînait étaient, même selon mes standards, ils craignaient tellement qu'ils étaient plus des criminels que des punk rockers, comme Petit Tondu et l'Anglais et des gens comme ça. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises et je les détestais énormément parce qu'ils étaient dangereux. D'une part, je sais qu'ils parlaient constamment de la Champignonnière. Ils traînaient vraiment à cet endroit et ils l'utilisaient comme un endroit pour faire la fête et sniffer de la colle et fumer des joints et des choses comme ça. Mais en même temps, je suis allé en Angleterre. À l'époque du meurtre, j'étais réellement en Angleterre. En Angleterre, j'ai vu des étudiants qui se comportaient comme s'ils avaient un avenir. Et puis je suis revenu. J'ai pris le bateau. Je suis arrivé à Bruxelles et mon appartement était devenu un enfer, rempli de gens qui n'allaient nulle part. J'étais déçu parce que les gens que j'essayais d'aider ont en quelque sorte complètement déraillé. Et j'ai remarqué à quel point leur état s'était détérioré et que leur consommation de drogue avait changé. Ils s'étaient tous mis à l'héroïne. Et c'était vraiment, vraiment bizarre pour moi. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ils ont tous chuté complètement. Et il m'a semblé que c'était tous en même temps. Ça aurait pu être une coïncidence. Que l'un d'eux ait découvert l'héroïne, puis tous. Qu'ils l'aient tous copié parce que c'était le truc cool à faire ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'il y avait autre chose. Ils semblaient tous un peu plus démolis qu'avant. Le meurtre a été comme un catalyseur pour leur chute. Je ne sais pas. Les gens commencent à consommer de l'héroïne pour une raison. Et personnellement, je pense qu'ils essayaient d'oublier quelque chose. Comme vous l'avez entendu au début de cet épisode, Serge Claude reconnaît avoir été présent sur la scène de crime et accuse 4 autres personnes. L'Anglais, Petit Tondu, Vicious, ainsi qu'une personne qu'il dit ne pas connaître. Il raconte qu'ensemble, ils croisent Christine Vanez à la station de métro Montgomery et qu'à 6, ils se rendent à la répétition près de chez elle. Il dit aussi qu'un des punks convainc Christine de les accompagner à la Champignonnière pour fumer un joint. Une fois à l'intérieur, dans les couloirs sombres du site désaffecté, il prétend qu'ils étaient en train de fumer lorsque l'Anglais a essayé de caresser Christine. Et c'est parce qu'elle l'a repoussé que les choses ont dérapé. À ce moment-là, il dit aussi qu'ils l'ont violée et attachée, l'aspergeant d'essence avant d'y mettre le feu. Mais il insiste sur le fait que lui et Petit Tondu n'ont en rien participé à tout cela. La police écoute, sidérée et horrifiée, le témoignage de Serge Claude. Le lendemain, il confirme ses dires au juge d'instruction. Il est dès lors inculpé pour son implication dans le meurtre de Christine Vanez. Et le soir même, 3 autres personnes le sont aussi. L'Anglais, Petit Tondu et Vicious. Vous écoutez Le meurtre de la Champignonnière, un podcast de la RTBF. C'est maintenant au tour de Vicious, de son vrai nom Renaud Thill, d'être sur la sellette. Il dit alors que Serge Claude est complètement malade, qu'il est innocent et qu'il a un alibi absolument inattaquable. Renaud Thill, soldat en cette période, affirme qu'il était en service le jour en question. La police vérifie son alibi auprès de l'armée, qui confirme sa présence en Allemagne le 13 février. Cependant, il subsiste un doute quant à cet alibi, dans la mesure où il semble que le nom de Thill ait été ajouté par-dessus un autre dans le registre de la caserne. La femme que vous avez entendue sous couvert d'anonymat dans l'épisode précédent
et qui fréquentait le milieu skinhead, explique également qu'il y avait confusion quant à la version donnée par Vicious. Il aurait déjà été démobilisé en Allemagne au moment des faits. Vicious, ce jour-là, il était des MOP, le service militaire en Allemagne, et on l'attendait au Café du Coin parce qu'il devait revenir fêter sa démop au Café du Coin. Mais il n'est jamais arrivé ce jour-là. Donc, après coup, moi, il nous a dit qu'il avait commencé à boire en Allemagne et qu'il était tellement saoul qu'il est resté là-bas. Voilà. Mais bon, après, quand on nous a appelés pour ce crime, et qu'on nous a dit la date, et là, je me suis rappelé, mais c'est la même date que le jour où on l'attendait. Et comme il avait été soupçonné d'avoir participé, ça m'a beaucoup, interpellé parce que, bon, dans tous ceux que j'ai connus de près, s'il y en a un duquel j'aurais pu douter d'avoir fait des saloperies, c'est bien lui. Vicious a un solide alibi, mais il demeure des questions quant à sa véracité et la police le maintient en détention. Alain Langlais est à nouveau inculpé et interrogé de manière intensive. Dans l'extrait d'interview qui suit, 40 ans après les faits, vous entendrez aussi sa partenaire. Remarquez également que lorsqu'il parle de Vicious, Alain Langlais inverse les noms et prénoms. Renaud Thiel devient Thiel Renaud. C'est que quand j'ai eu mon mandat d'arrêt, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'ils me viennent me coller Thiel Renaud avec moi, quoi. Et donc, moi, quand tous ces gens-là, que ce soit Thiel Renaud, ou on le relâche parce qu'il montait soi-disant de garde, bon, moi je vais oui, il était militaire. Il était militaire en Allemagne. Oui, Vicious. Lui, il montait de garde en Allemagne. Oui, mais ils disent que le registre du jour même est un peu surchargé. Ouais, mais bon, en attendant... On a barré, on a remis, on a... mais bon, ça ne fait pas lui un coupable pour ça. Non, bien sûr que non. J'ai dit, c'est un skin, un ancien punk. C'est une connaissance, c'était pas un ami, toi, ou un pote. J'ai dit, je comprenais pas ce qui se passait. Mais moi, à ce moment-là, quand on me donne les noms de ces gens-là, je me dis, le petit tondu qui s'est vanté d'avoir fait ci, ça... J'ai dit, lui, c'était un copain à Thiel Renaud, puis c'était un skinhead. J'ai dit, l'Iroquois, c'est quoi? C'est un gros facho. Donc, ils vont tous les trois ensemble. J'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'ils m'impliquent là-dedans, eux, quoi, toi? Je comprenais pas. J'ai dit, la police va vite comprendre qu'il y a un problème, quoi, toi. Eh ben non. On m'a placé sous mandat d'arrêt et j'ai galéré, forcément, quoi. Eh ben oui, parce que l'Allemand, il a commencé des déclarations en parlant de toi, forcément. Ouais. Mais lui, pourquoi s'il a commencé à m'accuser? Lui, la police a certainement tourné ça d'une façon, il dit, ouais, mais tiens, c'est l'anglais qui te met dedans, quoi, toi. Et le gars, qu'est-ce qu'il se dit? Ah, il me met dedans, eh ben, je vais le mettre dedans aussi, quoi. Bien qu'il ait fait des aveux, certains points du témoignage de Serge Claude ne collent pas avec les déclarations du médecin légiste. Par exemple, il dit que la victime a été brûlée vive. Mais l'autopsie révèle qu'elle était déjà décédée avant que son corps ne soit partiellement carbonisé. De plus, comment Vicious pourrait-il être présent sur le lieu du crime alors que l'armée confirme sa présence en Allemagne? D'autres choses qu'il déclare ne concordent pas exactement avec les détails de la scène du crime. La police continue de l'interroger. Le 15 septembre, soit 3 jours après son premier interrogatoire, sa version change. Voici une partie de ce qu'il a raconté aux enquêteurs, lu par un acteur. Maintenant, je vais vous dire la vérité. C'était une initiation. Une épreuve pour les gens qui veulent entrer dans le groupe des punks. Christine est arrivée vers 18h, en compagnie de l'anglais. D'après mes souvenirs, il y avait aussi Coco, Clochard, Canard, Sylvie, Kleenex, Fraise, Olivier, Tondu, Nathalie, Sid, Moustique, l'anglais, Vicious, Riot, Popov, Sem, Laurence et le grand Charles. Ça devait terminer en orgie, mais je suis parti avant. Ceci constitue la deuxième version d'une très longue série. Plus d'une quinzaine de versions différentes ont été enregistrées. Il semble avoir donné les noms de tous ceux à qui il aurait pu penser au sein de la scène alternative bruxelloise. La police les interroge tous, mais ne trouve pas la confirmation qu'elle recherche. Un autre punk, Kleenex, est également arrêté, mais finalement relaxé. Plus Serge Claude parle, plus ses déclarations semblent confuses et improbables.
On est entré dans une sorte de grenier avec l'aide d'une chaise. Christine a trébuché et s'est cognée sa tête. Vanessa avait appris de l'attaque de la caserne. L'anglais et Coco sont partis avec le corps. Les armes devaient être utilisées pour commettre des hold-up et des assassinats. Je suis certain que c'est pour cette raison que Christine a été exécutée. Il y avait aussi Coco, Clochard, Cana, Sylvie, Clinique, Cana, Fraise, Sylvie, Olivier. Ça suffit! Les enquêteurs perdent patience. Mis sous pression lors des nombreux interrogatoires, Serge Claude craque. Il attrape une chaise et commence à tout casser autour de lui. Il faut l'intervention de plusieurs policiers pour le contenir. Pendant plusieurs mois, Serge Claude est interrogé sans relâche. Il finit par prendre un avocat. Et soudainement, il se rétracte. Il dit ne jamais avoir été présent sur les lieux du crime et affirme être innocent. Tout ce que j'ai déclaré jusqu'à présent est faux. J'ai imaginé tous les détails sur base de ce que j'ai appris à la police, par la presse et aussi de bouche à oreille. Je ne prends plus les médicaments qu'il me donnait. Il indique aussi avoir été drogué par la police et qu'il n'était pas dans son état normal lorsqu'il a fait ses aveux. Aujourd'hui encore, Alain Anglais accuse la police d'avoir essayé de les droguer. Qu'est-ce que la diète criminelle a dit Serge Claude vis-à-vis de moi, je ne le saurai jamais. Hein. Moi, la seule chose que je peux dire avec Claude, c'est que quand j'étais arrêté, ça je m'en souviendrai toujours, j'étais à la prison de Forêt et j'étais devant ma cellule, je devais attendre parce que j'avais une cellule avec une clé de sécurité, donc je devais attendre qu'un surveillant vienne m'ouvrir la cellule. Et à ce moment-là, moi je le vois en face, je ne savais pas qu'il était là, mais je le vois. Et là-dessus, je dis fils de pute, enfin je l'insulte. Là-dessus, il me regarde, il s'approche. Il dit, putain, l'anglais, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, attends, tu te fous de ma gueule, toi, ou quoi? J'ai dit, tu viens de m'accuser comme étant ton complice et tu me demandes ce que je fais là? Ben, il comprenait pas, hein. Il était saisi. Ouais, comme si j'inventais quelque chose, on va dire, quoi. Et aussi, surtout, comme s'il avait jamais rien dit, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a un problème, quoi, toi. Et c'est vrai que par après, donc, j'ai entendu des choses. Lui-même me l'a dit, il était dans le préau. Il a dit, les flics me font prendre des trucs. Et alors, du coup, je raconte n'importe quoi. Et ça, je peux comprendre, hein, parce que lors de mon arrestation, on me place à Forêt dans une aile, c'est une espèce d'aile psychiatrique. Et directement, l'infirmier vient avec un gobelet, avec un produit rouge. Je sais pas ce que c'était, hein. Il m'a dit, tiens, bois. T'es obligé par le juge d'instruction. Je prends le truc, je le bois. Il n'a pas fallu 2 minutes que je sois complètement... Je sais pas ce qu'ils m'ont donné, hein. Le lendemain matin, ils reviennent de nouveau avec un pot comme ça. J'ai dit, hors de question. Parce que je devais de nouveau être entendu par la criminelle. J'ai dit, si je prends ce truc-là, peut se passer n'importe quoi. J'ai dit, non, je prends pas, quoi. J'ai dit, et essaye de me le faire prendre de force, tu vas voir, quoi. Ils me l'ont plus donné. Alors, s'ils ont fait la même chose avec Serge Claude, de donner ce truc-là ou autre, Dieu sait dans quel état il pouvait être, là, au poste, hein. C'est vrai que pendant longtemps, j'en ai voulu à ce type. J'ai pensé qu'il pouvait être impliqué dans l'histoire de la championnière. Mais c'est vrai que plus le temps est passé, plus je me suis dit, tiens, mais peut-être bien que ces enfoirés de flics ont fait ça, quoi, toi, de lui donner des trucs pour lui faire dire n'importe quoi. Finalement, tous sauf Serge Claude sont relâchés en début d'année 1985. La police abandonne la piste dite des punks, mais laisse Serge Claude en détention parce qu'il a avoué dans un premier temps et parce qu'elle est certaine qu'il sait quelque chose. Le juge d'instruction est victime d'une attaque cardiaque suivie d'une dépression nerveuse. L'affaire est cédée au juge Jean-Claude Van Espen. Et puis, après ça, quand j'ai été relâché, ils m'ont laissé tranquille pendant... jusqu'à 87. Au moment où j'étais arrêté avec la mort de Clochard, quoi. Il y a un petit rebondissement dans l'enquête lorsqu'un autre punk, connu sous le nom de Clochard, meurt d'une overdose. Peu de temps après sa mort, une rumeur circule selon laquelle l'Anglais aurait volontairement causé la mort de Clochard parce qu'il était sur le point de révéler des choses sur le meurtre de Christine. L'ancien punk que nous avons entendu dans le dernier épisode nous parle de cette rumeur. Clochard, c'était un toxicomane qui se connaissait. Un toxicomane qui se connaît, il sait qu'il s'injecte de la 3%, et que s'il a de la 10%, soit il va la couper, soit il va s'en injecter moins. Et là, l'autre lui a filé de la 10% sans lui dire, et puis voilà, c'est comme ça qu'on fabrique une overdose. Mais un toxicomane qui connaît son truc, il fait pas cette erreur-là. Ouais,
Tout le monde se disait bien que c'était eux, qu'il y avait au moins l'anglais Clochard. Clochard n'y a peut-être pas participé, mais il était au moins spectateur. C'était ce qui se disait. J'étais pas sur place à Champignonnière. Là, je suis juste en train de te répéter ce qui se racontait dans la rue, ce qui se racontait dans les galeries Agora. La version de l'anglais quant à la mort de Clochard est sans surprise bien différente. Parce que ce qui se passe le jour du décès de Clochard, la seule chose qu'on peut me reprocher, c'est que quand je suis revenu le soir, j'ai demandé à Canary qu'il me passe une dose zéro. Et Canary m'a dit, écoute, tu lui donnes rien à Clochard, parce que c'est un sale profiteur. Je fais, ok, ça va. Je demande à Clochard, toi, parce qu'il était spécialiste pour faire les injections, qu'il me fasse une injection. Et là-dessus, lui, il me demande s'il peut prendre le coton qu'il y a dans la cuillère. Parce que des cotons, il en avait plusieurs dans un cocotier sur sa cheminée. Et quand il n'avait pas de quoi prendre, il prenait les cotons, il faisait ce qu'il fallait, et ça faisait une dose, quoi. Donc moi, la seule chose qu'on me reproche, c'est d'avoir donné mon coton. Et que ce serait soi-disant à cause de ça qu'il est mort. Voilà, alors que moi, je suis désolé, c'est pas de ça qu'il est mort. Hein. Donc, où ça j'ai liquidé Clochard, quoi. J'ai dit, c'est un accident, ce qui s'est passé. On n'a jamais voulu, ça. Eh ben oui, pourtant, moi, je suis placé sur mandat d'arrêt. Hein. Alors que ça faisait depuis le mois d'août que je travaillais à l'imprimerie de mon père, que je prenais plus rien. Là, je gagnais bien ma vie, on est venu casser ma vie. Quoi. L'anglais est condamné pour non-assistance à personne en danger en ce qui concerne la mort de Clochard et il prend la peine maximale. Peine maximale dont il copera aussi pour un autre cas de vol avec violence. Donc d'un côté j'ai 4 ans, je me prends 4 ans de l'autre, ça fait déjà 8 ans de prison, quoi. Hein, pour des trucs... allez, l'histoire de stup, c'est un accident. Et le volet violent, c'est pas un volet violent, c'est une bagarre. Donc, on a décidé de me saquer, quoi. Et quand je vois les années que j'ai faites, ça peut correspondre au tiers de peine d'une perpète, on va dire. Ou d'un type qui a pris 20 ans, 25 ans, quoi. Ah oui, j'ai fait plus de 8 ans, quoi, toi. Et pour des choses pas graves. Tu vois, je dis pas que j'aurais pas dû être condamné, hein. Tu vois, parce que bon, si j'ai fait une erreur, je paye. Mais là, j'ai payé prix fort, hein. L'anglais pense avoir été plus sévèrement traité par la justice parce que, selon lui, elle aurait été frustrée qu'il lui échappe pour le meurtre de la Champignonnière. En sa présence, 40 ans plus tard, il apparaît clairement que tout ceci a affecté sa vie. Soit il a été accusé à tort par le système judiciaire, soit il a élaboré toute une histoire pour cacher une culpabilité portée pendant 40 ans. Serge Claude est maintenu en détention jusqu'au 2 novembre 1987, avant d'être remis en liberté par manque de preuves. En 1991, il attaque l'État belge à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg pour détention abusive et obtient gain de cause. La Belgique n'a pas respecté les délais raisonnables de détention préventive. Rappelez-vous, Serge Claude avait aussi été accusé du meurtre d'une jeune fille de 15 ans, Andrea Wernick, en Allemagne. Nous savons aujourd'hui qu'il n'a pas commis ce crime. En effet, des tests ADN effectués en 2008 attribuent le meurtre au tristement célèbre tueur en série Egidus Schiffer. Celui-ci est aussi reconnu coupable d'avoir assassiné 4 autres victimes. Serge Claude décède en 2013. Renaud Thiel Vicious en 2021. Petit Tondu, dont nous n'avons pas souhaité révéler le vrai nom, nous a accordé un entretien pendant lequel il a nié toute implication et affirmé que les punks n'avaient rien à voir avec cette affaire. La piste des punks n'ayant mené nulle part, l'enquête sur l'affaire du meurtre de Christine Van Hees piétine. Les milliers d'heures d'investigation n'ont rien donné. Certains enquêteurs qui étaient sûrs d'être sur la bonne piste commencent à avoir des doutes. Les opinions sont partagées. Les punks s'en sont-ils bien tirés? Ou est-ce tout de même une fausse piste? Le dossier prend la poussière, laissant les amis et la famille de Christine sans réponse. Mais en 1996, quelque chose de complètement inattendu vient bouleverser toute l'affaire et provoque une onde de choc dans tout le pays. Madame, Monsieur, bonsoir. Les enquêteurs ont retrouvé 3 corps d'enfants dans le jardin du domicile de Marc Dutroux.
prochain épisode... Et puis directement, elle m'a dit, j'ai des questions à te poser, mais des questions très intimes. Et puis elle me disait, oui, c'est parce que j'ai rencontré une bande et ils veulent me faire des choses que je ne veux pas. Le meurtre de la Champignonnière. Un podcast de Vivacité, un média de la RTBF. Écrit, réalisé et produit par Matt Graves, Jeanne Savigna et Thomas Résimond. Une narration de Serge Logne.